Le journal. Le Rwanda doit participer au combat contre les groupes armés en RDC, c'est l'appel du Conseil de sécurité de l'ONU. La délégation qui est passée par Kinshasa et Goma est également arrivée à Kigali. Curieusement, elle n'a pas mis la pression sur Paul Kagame. C'est le constat de la rédaction à suivre tout à l'heure. Les MLC satisfaits des concertations nationales, les partis estiment que le forum a résolu 95% de ses revendications. C'était au cours d'un point de presse tenu ce mardi avant midi. Même point de vue de la diaspora qui l'a fait savoir lundi à Léon Kengo, co-président du forum. Dans ce journal, nous serons avec Mike Kibongi, un de ses membres, pour en parler. Ravi de vous retrouver. Merci d'être avec nous pour vous informer. Après Kinshasa et Goma en RDC, cap vers le Rwanda, les membres de la délégation du Conseil de sécurité de l'ONU séjournent déjà à Kigali. Sur place, ils ont appelé le Rwanda, reconnu principal soutien du M23, à participer ensemble avec les autres pays de la région de Grand Lac au combat contre le groupe rebelle actif dans l'est de la RDC. Et contrairement à ce que le Congolais espérait, les membres du Conseil de sécurité n'ont exercé aucune pression sur le président Paul Kagame pour qu'il respecte ses engagements pris dans l'accord cadre d'Addis Abeba. C'est l'analyse de la rédaction. Concertation nationale, on en parle encore, les travaux ont déjà pris fin, vous le savez, mais l'impression générale qui se dégage est celle de la réussite du forum convoqué par le chef de l'État en vue d'une cohésion nationale. Parmi les satisfaits, on compte le mouvement de libération du Congo. Le parti de Jean-Pierre Bemba a tenu un point de presse ce mardi où il a affirmé sa satisfaction, d'autant plus que ses revendications ont trouvé solution à 95%. Cependant, il reste attentif à la dynamique politique qui se met en place. Suivez un extrait. Au-delà de toutes les autres victoires que nous avons pu obtenir en termes de recommandations, parce que c'était bien cela le sens de la rencontre, c'est obtenir, à travers des cahiers des charges présentés, des recommandations consensuelles acceptées par les uns et les autres et qui deviendront applicables une fois présentées au Congrès par le chef de l'État. Nous avons été, et ça il faut pouvoir le reconnaître, agréablement surpris par l'esprit de consensus et de disponibilité de la majorité qui, pour l'essentiel, lorsque vous écoutez et lorsque vous lisez très bien le rapport, a accepté le diagnostic d'un État décadent, le diagnostic d'un État qui a besoin d'un nouveau sursaut gestionnaire et patriotique pour se remettre au diapason des problématiques telles que posées par sa population. Durant cette première étape, nos attentes ont été rencontrées. Je le répète, sur un cahier de charge, sur une échelle de 100%, nous pensons être à plus de 95%. Le MLC reste sous le régime de la lettre de cadrage de son président national. La lettre de cadrage était claire, nous allons en concertation pour présenter un cahier des charges, nous n'y allons pas pour rééditer un Sun City bis ou une conférence nationale bis. Nous n'y allons pas pour un partage du pouvoir. Et au nombre des satisfaits figure aussi la diaspora qui était également conviée. Justement, cette diaspora qui a pris part active aux travaux n'a pas manqué de témoigner sa satisfaction quant à la qualité des travaux. Elle a témoigné lundi à Léon Kengo, co-président du Présidium. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau un des membres de cette diaspora, justement Mike Kabongi. Bienvenue. Merci beaucoup, monsieur. Alors, du point de vue général, qu'est-ce que vous n'avez pas apprécié dans ce forum ? En fait, ce qu'on n'a pas apprécié, peut-être les gens seront surpris de dire qu'il n'y en a pas, puisque nous avons été entendus, nous avons été compris,
et que les choses se sont très bien déroulées. Oui, c'est votre avis d'ailleurs. Exactement, ça c'est notre avis et la plupart des gens qui ont été sur ces forums. Oui. Donc les délégués des Congolais de l'étranger sont satisfaits et des recommandations et de tout ce qui va en sortir. Oui. Donc hier, les collègues ont été reçus par le président du Sénat. Oui. C'est très bien et nous espérons que prochainement, il y a les autres qui seront invités et que ça va continuer dans ce sens-là. Et pensez-vous, j'allais dire, de ceux qui estiment que la délégation de la diaspora n'a pas été représentative dans ce forum? Non, c'est faux. C'est très faux puisque... Parce qu'on estime que certains ont été mis à l'écart. Non, ce n'est pas vrai puisque le Présidium a fait un très bon travail. Ils ont respecté les principes de représentativité. Tous les pays ont été bien représentés, surtout l'Europe. Il y a eu même des délégués qui ont été représentés 6, 8, 10 dans chaque pays. Oui. Et on était très efficaces dans les États généraux. Et nous, de la Suisse, nous étions aussi vraiment valablement représentés. Donc, aujourd'hui, personne ne peut dire que non, les Congolais de l'étranger n'ont pas été bien représentés. C'est faux. Nous confirmons, nous sommes des témoins. Les travaux ont été bien déroulés, ça s'est bien organisé. Et nous avons donné des recommandations bien claires, précises, qui ont été acceptées. Donc, nous attendons tout simplement, comme l'avait promis le chef de l'État, qui va le mettre en application. Alors, parlons un peu de ces rendez-vous avec Léon Kengo, co-président du Présidium. Qu'est-ce que vous vous êtes dit concrètement? Honnêtement, je peux vous rassurer que personnellement, je n'étais pas dans la salle, mais il y a des collègues qui ont été dans la salle et ils ont discuté par rapport aux questions de ce qui est des combattants, l'histoire qui touche vraiment nos institutions. Et je pense que c'est une bonne chose puisqu'il est coprésident, il peut discuter avec tous les délégués et on espère que prochainement ça va aller un peu plus loin avec l'autre coprésident pour qu'on trouve une solution par rapport à ça. Mais il y a des recommandations qui ont été formulées par rapport à cette question. Donc, moi, je trouve que c'est une très bonne chose. Et il y a des promesses qui ont été faites, mais que les collègues pourront bien justifier à une bonne occasion. Alors justement, vous parlez des recommandations parce que chaque couche sociale qui a été présente dans ces concertations avait proposé des recommandations. Alors, quelles ont été vos propres recommandations, vous, la diaspora? Exactement. Nos recommandations ont été focalisées sur la question de l'identité. Nous avons proposé dire que, voilà, nous sommes des Congolais, nous vivons à l'étranger, même si nous avons d'autres passeports ou nous avons acquis d'autres identités, nous ne voulons pas que nous ravisse notre originalité, c'est-à-dire l'irrévocabilité de la nationalité congolaise. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, c'était de dire, écoutez, il y a quand même un problème aussi des côtés des Congolais de l'étranger. Nous sommes conscients que nous n'avons pas été des bons élèves en matière de vendre notre pays. Donc, nous avons proposé qu'on nous écoute, qu'il y ait une grande communication avec le gouvernement pour qu'il y ait quand même cette transparence et que nous puissions vendre notre pays tel que, comme il se doit. Troisième recommandation, il y a ce qui est important, c'est que nous avons aussi demandé qu'il y ait une réorganisation ou un renforcement de cette structure qui s'occupe des Congolais de l'étranger. Ils peuvent l'appeler comme ils veulent. Un ministère, un département, une coordination, un bureau ou une cellule, mais que les Congolais de l'étranger, que leur doléance soit bien canalisée en fait. Et c'est ce que nous demandons encore une fois, que le gouvernement puisse nous aider à réorganiser cette diaspora, puisqu'elle est diverse, elle est diversifiée, elle est multiple, avec beaucoup de compétences, beaucoup d'expertise, pas seulement des mauvaises choses. Et donc, nous avons demandé aussi qu'il y ait cette possibilité que ces ministères ou un bureau pour coordonner et canaliser tout ce que les Congolais de l'étranger peuvent apporter pour le pays. Nous avons parlé aussi de exclure le visa, c'est-à-dire pour permettre aux Congolais de revenir au pays et surtout les accompagner au cas d'investissement. S'ils veulent bien investir quelque chose dans le pays, qu'il y ait des facilités administratives, qu'il y ait aussi des facilités au niveau des douanes. Juste un peu de faveur. Exactement, c'est-à-dire nous ne sommes pas très spéciaux, mais nous demandons tout simplement qu'on nous facilite la tâche dans ce sens-là pour contribuer effectivement à l'émergence de notre pays. C'est-à-dire en soutenir l'idée et la vision du chef de l'État dans le but de faire développer notre pays. Mike Kabongi, merci à vous. Je rappelle que vous êtes membre de la diaspora suisse et vous avez pris part active au concertation nationale. Merci. Si vous permettez, encore 2 secondes, je voulais quand même dire un mot. C'est vraiment rendre hommage au président de la République d'avoir initié les concertations nationales. Oui. Nous avons vu les résultats et vraiment nous comptons pour la suite et nous sommes déterminés à contribuer à partager
le développement dans notre pays. Merci à vous, Mike Kabongi. L'actualité, c'est également l'ouverture hier à Kinshasa de la 14e session ordinaire du comité de chefs de police d'Afrique centrale. Et la session ira jusqu'au 10 octobre. Les différents participants réfléchissent sur l'éradication de la criminalité dans toutes ses formes en Afrique centrale, mais aussi en RDC dans les deux volets qui sont les violences de diverses manières dans l'est du pays, ainsi que le phénomène Kuluna. Suivez. Le phénomène Kuluna ou bandit de la rue est l'un des fléaux avec lequel la capitale Kinshasa est aux prises et prend de plus en plus de dimensions inquiétantes. C'est au fait une autre forme de criminalité au regard des victimes et des dégâts qu'il cause, de quoi mériter une place importante au cours de ces assises des chefs des polices d'Afrique centrale. Pour ce qui concerne les problèmes internes au Congo, nous avons identifié des problèmes. C'est le phénomène Kuluna qui se vit ici à Kinshasa et les violences qui sont faites aux femmes et aux enfants, principalement dans la partie est du Congo. Les pays multiplient des stratégies contre ces phénomènes, mais ils comptent aussi sur une coopération policière régionale. La nécessité impérieuse de pouvoir avoir une coopération policière pour traquer tous les criminels partout où ils se trouvent. Nous visons à avoir la coopération avec toutes les organisations sous-régionales pour nous permettre de bien traquer les criminels. Vol, violence, intimidation et minutes d'armes blanches, c'est le caractéristique de ces jeunes bandits de la rue, ajoutés aux groupes armés, auteurs de plusieurs forfaits dans l'est du pays. Ce sont ces deux maux sociaux contre lesquels ces chefs des polices déclarent désormais la guerre. Une des conséquences de la guerre imposée une nouvelle fois à la RDC par le Rwanda est le pillage systématique de minerais dans la région du Kivu, un fait qui ne passe pas du bon goût des autorités provinciales. Très récemment, plus de 700 kilos de coltan ont été saisis à la frontière avec la RDC et le Rwanda. Ces minerais étaient en passe de traverser illicitement la frontière. Le fraudeur a tenté d'utiliser des méthodes très développées pour échapper au contrôle, mais finalement, l'affaire a mal tourné. Blaise Manzanza, Arlette Matondo. Au-delà de la guerre que le Rwanda impose à la RDC par le biais des M23, c'est une autre guerre qui devient visible au Nord Kivu. La fraude des minerais qui traverse la RDC pour le Rwanda. Les fraudeurs, eux, n'ont pas encore désarmé. Ils ont plutôt développé d'autres mécanismes pour échapper à la vigilance des services spécialisés. Le cas flagrant est celui d'une cargaison de 700 kg de coltan cachée en dessous du tapis de cette Jeep de marque Cherokee. Une cargaison appréhendée à la grande barrière congolo-rwandaise. Visiblement, le véhicule n'avait rien à son bord, mais ce sont les pneus qui ont trahi l'opération mafieuse. C'est encore une fois un cas de fraude, mais un cas de fraude effectué avec une malignité extrême. Pour que ce soit un impact sur le pneu et les pneus se sont affaissés. Et par curiosité, ils se sont dit, il doit y avoir quelque chose. Le propriétaire avait placé cette matière précieuse entre le châssis et les sièges de son véhicule pour détourner la vigilance des agents commis à la douane. Les autorités du Nord Kivu déplorent ces méthodes utilisées pour échapper au circuit normal. C'est un véhicule normal qui passait par la grande barrière pour aller du côté de Gisenyi. Donc vous ne pouvez pas vous imaginer qu'il peut y avoir quelque chose de louche. Au lieu d'attraper ces minerais, et que l'enquête poursuit son cours normal. Le processus de traçabilité est en cours pour que l'on arrive à l'étiquetage et à la requalification des minerais en vue de mettre fin à la fraude minière. En attendant que la justice fasse son travail, le coltan est saisi par la DGDA et le chauffeur du véhicule est mis aux arrêts. Le M23 ne cesse de se signaler en mal. Le mouvement rebelle oblige cette fois les habitants du territoire sous son occupation à payer 100 shillings, l'équivalent de 400 francs congolais pour une assistance en denrées de première nécessité aux réfugiés rwandais refoulés de la Tanzanie. Une situation qui condamne Julien Paluku, gouverneur de province, correspondance de Marcel Bendelo. Ces informations sont également confirmées par le gouverneur du Nord Kivu. Julien Paluku dénonce cette pratique du M23 qui viole les droits des populations congolaises qui habitent ce territoire. Alors qu'il est, il y a même un chef de groupement qui est installé à Jomba, qui est en train de demander aux populations de donner de la nourriture à ces gens-là. Et que ceux qui ne veulent pas contribuer, qu'ils sortent de Bunagana pour que ces gens s'y installent. Julien Paluku condamne encore une fois la stratégie rwandaise qui vise à balkaniser la République démocratique du Congo. Vous comprenez que ça devient maintenant un danger. Et vous vous rappelez qu'il y a quelques jours, j'ai encore fait une alerte par rapport au danger de la balkanisation. Et c'est donc des stratégies qu'on est en train de monter petit à petit pour confirmer la thèse plus tard de devoir balkaniser cet espace de la République et d'en faire en sorte que ça devienne un espace indépendant. Quand on commence à faire des glissements des populations, c'est une stratégie de peuplement des zones
du M23 par d'autres populations qui, demain, s'il y a un référendum sur l'autodétermination des peuples, que ce soit ces gens-là qui se prononcent pour qu'effectivement on puisse couper cet espace de la RDC. Pendant ce temps, des arrestations arbitraires et menaces d'expulsion des populations autochtones, voilà ce qui caractérise ce jour la vie dans le territoire de Rutshuru. Des actes signés par les combattants du M23 qui exigent des contributions journalières aux populations meurtries de Djomba, Tchenguerero et Bunagana, ces localités qui ont accueilli plusieurs centaines de familles, des citoyens rwandais, les unes expulsées de la Tanzanie et les autres venues fraîchement du Rwanda. Ce sont ces citoyens étrangers que les populations autochtones sont appelées à assister obligatoirement, chaque parcelle contribuant 1000 shillings, soit 400 francs congolais, pour nourrir ces envahisseurs de la République démocratique du Congo. On traverse l'autre rive du lac Kivu, au sud Kivu, à Bukavu. Précisément, les autorités s'emploient à matérialiser des projets de développement sous l'impulsion du chef de l'État qui venait d'ailleurs de parvenir à la mairie de Corbillard et des camions d'évacuation de déchets, des initiatives saluées par la population, y compris par les élèves qui ne cessent d'affluer en masse pour apprécier l'œuvre. Comme à Kinshasa, la capitale du pays, la province du Sud Kivu, de par son chef-lieu Bukavu, connaît depuis des mois des travaux d'infrastructure. Chaque jour qui passe, le gouvernement central, en collaboration avec celui de la province, travaille pour apporter le développement qu'attend la population, inscrit dans la logique du président de la République de par son programme de développement, la révolution de la modernité. Si récemment la mairie s'est dotée d'un camion anti-incendie, geste louable pour un début, même si le nombre ne représente rien pour toute la ville, mais les signes ne trompent pas. Les autorités travaillent davantage pour le développement de la province. Côté éducation, il est signalé des avancées, ce qui justifie même cette visite des élèves et responsables de l'Institut Faraja Bethany auprès du maire Philémon Yogolelo. Ces élèves sont convaincus que Joseph Kabila porte à cœur les jeunes sud-kivusiens. La restauration de la sécurité sur tout l'ensemble de la ville à travers les différents bureaux de la police de proximité installés au niveau des quartiers. Et si côté sécurité, la police fait son travail, dans le secteur de la santé, on note également une évolution. Parmi les centres hospitaliers célèbres figure l'hôpital de Pandi du très célèbre Dr Mukwege. Des efforts entrepris par les autorités partis de la volonté du chef de l'État qui, à chaque passage ici, n'a cessé de rappeler qu'il fallait que la province puisse connaître un élan de développement. On va finir par le sport. On parle du tour qualificatif du championnat de la Division 1. Le vainqueur du site basé à Mbandaka sera connu ce mardi à l'issue de la finale du site qui oppose Shark Club 11 représentants de la ville de Kinshasa au FC Tonnerre du Bas-Congo dans le site de Kananga. Par contre, tout a démarré lundi. Momekano de Chikapa s'est imposé sur la Bantou de Mbujimaï. Shark 11 Football Club de Kinshasa, FC Tonnerre du Bas-Congo, c'est la première affiche de la finale ce mardi du tournoi qualificatif pour la montée en Division 1 de la Ligue nationale de football, site de Mbandaka. Une rencontre qu'il faudra prendre au sérieux par les deux équipes qui ont respectivement battu l'AS Babeti Asika par 4-0 et OC Saint-Hippolyte de Bandundu lors de la première journée. Dans les sites de Kananga, par contre, le tournoi a démarré lundi au stade de jeunes de la commune de Katoka. L'une de grande formation de Mbujimaï, l'AS Bantou s'est incliné, battu 1-2 face au football club Momekano de Chikapa. Ce mercredi, pour le compte de la deuxième journée, Momekano affrontera les représentants du Katanga Lubumbashi Sport en élimination directe. Les premiers des trois groupes vont rejoindre les 13 équipes déjà qualifiées pour la phase des groupes de la Division 1 dont le coup d'envoi sera donné le 27 octobre prochain. Et puis, cette nouvelle, 2 ans durant, 9 fédérations sportives en RDC verront leurs ordres d'émission ne pas être signés par le ministre ayant en charge le sport à la base de la décision. Non seulement le contre-performance des fédérations respectives, mais aussi et surtout les défections à répétition de leurs athlètes. Une situation qui n'a pas laissé indifférents les ministres du sport et la goutte d'eau qui a fait déborder les vases, et notamment les défections des athlètes congolais au 7e jeu de la francophonie à Nice en France. Interrogé à ce sujet, le secrétaire général au sport fait le point sur la décision du ministre. On le suit. D'abord, conformément à la loi sportive, le ministre ne peut retirer que les délégations de pouvoir. Quand vous retirez la délégation de pouvoir, à ce moment, votre propre assemblée va vous faire partir. C'est parce que nous, on ne veut pas s'y mixer dans la gestion des ASBL. C'est cela la loi.
Et puis, il ne s'agit pas seulement de Nice. Non. Toutes les fédérations où il y a eu fuite d'athlètes, que ce soit à Nice, que ce soit en Espagne, que ce soit au Brésil, donc que ce soit à Londres, le ministre a pris la décision de ne plus signer les ordres de mission de ces fédérations. Et il a demandé à toutes ces fédérations de pouvoir sensibiliser les athlètes, les dirigeants, dans le cadre de civisme, dans le cadre de patriotisme, pour que cela ne puisse pas arriver. Ça ternit l'image du pays. C'est de cela qu'il s'agit. Il n'a pas suspendu. Donc, les fédérations fonctionnent. Vous suivez les championnats du basket qui se jouent ici. Vous suivez ça. Est-ce que vous suivez les résultats de nos équipes? Vous comprenez? Donc, nous avons un problème réel de niveau technique. Il faut qu'on se mette d'abord, restons d'abord, préparons les équipes, restons au pays d'abord. Ce n'est pas correct. Il ne faut pas qu'on trompe l'opinion. Hein? Nous sommes quand même, le Congo, c'est une grande nation de sport. Ça commence à faire très mal. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Juste après la revue de presse. Dans la vie, nous avons tous des rêves, objectifs et aspirations. Vos projets d'avenir ainsi que ceux qui vous sont chers dépendent des choix que vous effectuez aujourd'hui. C'est pourquoi la Raobank a créé Renaissance, le nouveau compte d'épargne qui vous propose un meilleur taux rémunérateur à court et à moyen terme. Ainsi, vous pourrez suivre l'évolution des intérêts générés par votre épargne et assurer un avenir meilleur à vos projets les plus chers. Raobank is my bank. Que disent la presse locale et des médias en ligne? Éric Loukoki est avec nous pour la revue de presse. Bienvenue. Merci Freddy. Alors pas grand-chose à se mettre sous la dent dans la presse quinoise. C'est mardi, 8 octobre. Les concertations étant terminées. Et à propos justement de ces concertations, la clôture n'a pas clôturé. Ah oui, et c'est donc l'entracte. Titre en une, le maximum, qui utilise là un terme emprunté au théâtre, Freddy, où il fait référence au théâtre. Ce terme fait référence à l'intervalle qui sépare la représentation de deux actes. On comprend alors aisément de quoi veut parler le billet hebdo. L'allusion est faite à ce temps qui succède aux concertations et précède le congrès, au cours duquel des mesures importantes qu'on attend nous tous devraient être annoncées, dixit le président Kabila. L'attente de ces mesures hardies, estime donc le journal, sur base de ses sources, ne devrait pas être longue, juste le milieu de cette semaine ou le début du week-end, et Joseph Kabila avance le maximum, annoncera l'architecture politique de la cohésion nationale. Mais en attendant, c'est le suspense, achève le journal. Vous avez dit suspense? Non, la date est déjà connue, nous révèle la prospérité dans son rasoir. C'est ce jeudi 10 octobre 2013, sauf changement de dernière minute, que sera convoqué en congrès les deux chambres du Parlement. C'est à cette occasion, relate donc le quotidien, que le président de la République annoncera ces mesures importantes tant attendues. De ce point de vue, toutes ces attentes placent Joseph Kabila devant un devoir, celui d'inaugurer enfin le jet d'un pont entre la théorie, recommandation, et la pratique, application. C'est là que devra, à tout point de vue, passer par la concrétisation de la cohésion nationale, estime la prospérité. Voilà, les rendez-vous est donc pris. Tout le monde retient son souffle et attend l'instant de vérité. Jeudi, on l'a dit. Voilà, dans 48 heures. Oui. Autre sujet à la une de la presse mardi, c'est la visite du Conseil de sécurité dans la région du Grand Lac, qualifiée de simple balade. Par le quotidien qu'on pourrait gentiment qualifier d'anti-balkanisationniste. Voilà, j'y arrive, j'ai cité le potentiel, on connaît ce journal. Pour le quotidien, le passage dans la région de Grand Lac de cette délégation de membres du Conseil de sécurité laisse un goût amer dans l'opinion congolaise.
Contrairement aux attentes, le journal déplore que les visiteurs onusiens se soient juste limités à des déclarations d'intention, comme toujours on dirait, sans jamais franchir le Rubicon. Ils n'ont pas eu le courage de nommer le mal qui ronge depuis plus d'une décennie la partie est de la RDC, s'insurge le potentiel. Au finish, leur voyage a ressemblé à une balade au cœur de l'Afrique de bureaucrates de l'ONU en mal de villégiature à New York. Et villégiature, oui, mais pas que les hôtes de Kinshasa, de Kigali et de Kampala, mais aussi d'Addis Abeba dans le prochain jour, en ont profité à l'étape donc de la capitale congolaise pour rappeler qu'il n'y a pas de solution militaire contre le M23, lit-on dans le journal français Le Monde. Et pourtant, à leur escale, de Goma, Julien Paluku, gouverneur du Nord Kivu, province qui vit au quotidien, Freddy, les affres de cette sale guerre, sa cohorte de morts et des déplacés depuis plus d'une décennie de présence onusienne en RDC, leur a clairement signifié, note Forum des As, que contre le M23, la solution est militaire. Exprimant son ras-le-bol, Julien Paluku se demande dans le colonne de Forum des As pourquoi en RDC la résolution 2098 sur la traque de forces négatives n'a jamais été mise en pratique alors que la force qui devait traquer ces forces négatives se trouve donc sur notre sol. D'où cette question du site d'information direct.cd, y a-t-il complot international contre la RDC? Une question en appelant une autre, celle du potentiel cité précédemment, à qui profite ce traitement de faveur à l'endroit du M23? Suivez mon regard. Illustration aussi avec cette caricature, signée le même journal, le potentiel. Lisons plutôt le bulle, Freddy, du grand-père et de son petit-fils. Voilà, les criminels sont revenus au lieu où ils ont commis leur forfait. Vraiment. Et voilà tout. Vraiment, une très bonne révélation et espérons qu'on a l'impression d'être devant des sons des cloches. Absolument. Et on atterrit avec la sortie, la mise en circulation de ce mardi 8 octobre de nouveaux billets, pas des francs congolais, mais des $100 américains. Ah oui, un nouveau billet de $100 américains va donc sortir. Aujourd'hui, 8 octobre, la Réserve fédérale américaine, donc l'équivalent de notre banque centrale, émet donc ce billet, révèle 7sur7.be, la nouvelle version du billet de $100 que vous voyez sur les images. Alors, avec ce nouveau billet, le dessin est conçu pour rendre la contrefaçon plus difficile. Le billet sera doté d'un ruban de sécurité bleu contenant des images en 3 dimensions. On va voir ces images de cloche et le chiffre 100 au recto, à la manière un peu de l'euro. Voilà. Il restera quand même à l'effigie de Benjamin Franklin. Benjamin Franklin, le billet de $100, un des pères fondateurs des États-Unis. Il faut dire que Freddy, le billet de $100 est avec un autre billet les seuls qui n'ont pas d'effigie de président de la République. L'autre billet, c'est quel billet, si vous savez déjà? C'est les 50. Non, c'est le $10. Voilà, Eric Lecoqui, merci à vous pour votre revue de presse. Merci à vous. Voilà, c'est la fin de la revue de presse. N'oubliez pas d'aller sur télé50.com pour la suite de l'info.